Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant, engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur un sujet qui pour moi est essentiel pour l'apprentissage, l'empathie. L'empathie est souvent définie comme la capacité de comprendre et de ressentir les émotions et les perspectives des autres. Selon moi, elle peut transformer de manière positive l'expérience d'apprentissage. En comprenant les besoins émotionnels et cognitifs de nos apprenants, nous pouvons créer des environnements d'apprentissage plus inclusifs, engageants et efficaces. Et pour découvrir comment l'empathie peut enrichir notre approche pédagogique, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Yoann Delaby, qui est consultant learning, et Marine Breton, qui est formatrice, coach et questiologue, pour partager avec nous leurs points de vue et leurs expériences sur l'importance de l'empathie. Bonne écoute à tous! Bonjour Marine, bonjour Yoann et bienvenue. Bonjour à toi. Bonjour Anne-Marie. Donc, je suis vraiment ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, on s'était rencontrés tous les trois sur l'un de mes posts LinkedIn et j'avais lancé comme ça l'idée de faire un épisode ensemble sur l'empathie et vous avez répondu présent. Donc, merci à vous. Merci à toi. Et j'ai vraiment hâte de découvrir comment vous intégrez l'empathie dans vos pratiques pour transformer positivement les expériences d'apprentissage. Nous aussi, on a hâte de partager avec toi. Et peut-être que Marine nous dira le secret du pull jaune en fin d'épisode, donc à suivre. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et vous présenter rapidement? Marine, je te laisse commencer. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marine. Je suis formatrice, également coach. Je suis aussi superviseur de coach et questiologue. Questiologue, c'est l'art et la science des questions. Je travaille depuis plus de 3 ans dans l'entreprise que j'ai créée, qui fait essentiellement de la formation. Et j'interviens sur des domaines de compétences autour des soft skills beaucoup, du management aussi. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner la montée en compétences parce que j'ai la conviction que chaque personne qui est accompagnée peut réussir. Donc, je crée des conditions pour que les personnes puissent expérimenter. Et je me dis qu'avec un peu de talent, beaucoup de travail et de l'audace, tout le monde peut réussir. Très bien. Yoann ? Oui, en tout cas, ravi d'être là aujourd'hui et ravi de faire ta connaissance, Marine. En fait, moi, je suis consultant learning depuis maintenant 5 ans et je développe une approche qui s'appelle le Learning Experience Design et qui met en fait l'apprenant vraiment au centre des conceptions de formation. Et je mobilise notamment le design thinking. J'ai une approche un peu collaborative. Donc voilà, pour des entreprises j'accompagne des entreprises de toute taille. Merci Yoann. Eh bien donc, nous allons rentrer dans le cœur du sujet de notre épisode. Donc pour commencer, quelle est votre définition de l'empathie? Yoann, quelle est ta définition? Oui, alors, en préparant un peu ce podcast, je me suis plongé un peu dans les définitions, on va dire un peu formelles de l'empathie. Il y a notamment la définition du Robert qui dit que c'est une capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Et on a celui du Larousse qui est un peu différent, qui dit que c'est une faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Et en fait, moi, ma vision de l'empathie, elle est un petit peu, c'est un peu une fusion des deux, à savoir, j'essaye de pas forcément considérer l'empathie sous le prisme seulement de l'émotion, et je dirais que c'est plus la capacité à se mettre à la place d'autrui, donc de manière assez large, tout en gardant en fait un certain recul par rapport à ses émotions et à celles de l'autre.
Marine, tu veux peut-être compléter ? Oui, alors tu vois, ce que ça me fait penser quand j'ai réfléchi aussi un petit peu à cette définition, c'est la capacité de s'émerveiller dans la rencontre à l'autre. Ça, pour moi, c'est vraiment une des premières forces de l'empathie. Et donc, ça va avec le fait de considérer l'autre entièrement. C'est comme quand je rencontre quelqu'un, je me dis toujours, il a une cape d'invincibilité sur les épaules, et c'est cette considération que je porte à l'autre qui me permet de m'émerveiller dans la rencontre et donc de laisser la rencontre se faire. Ça nécessite d'enlever un peu de jugement et donc de faire ce vrai travail aussi sur soi, d'aller à la rencontre de l'autre pour être capable d'accueillir, d'accepter et donc de rentrer dans les chaussures de l'autre. Très belle définition. Et pour vous, est-ce que l'empathie est une compétence ou une qualité ? Puisque pour certaines personnes, c'est une compétence, pour d'autres, une qualité. Qu'en pensez-vous, Johan ? Alors, donc, pour moi, c'est l'un, l'autre et encore une autre dimension. Pour la qualité, on va parler plus de prédispositions un peu naturelles et pas forcément conscientes et qui relèvent un peu de la personnalité de chacun. Notre personnalité, on sait qu'on la construit à travers notre éducation. Il y a aussi une part d'inné dans cette personnalité, et on va toucher à la dimension quasiment très émotionnelle, le fait de ressentir ce que l'autre ressent, et c'est un des propres aussi une des dimensions propres de l'être humain. En tant que valeur, là, on est sur quelque chose qui est peut-être un peu plus conscient. C'est un critère idéologique plus subjectif, et aussi, ça peut être aussi un idéal à attendre ou à défendre. Et en fait, moi, en tant que personne et en tant que professionnel, c'est vraiment une valeur que j'ai placée assez rapidement dans l'une de mes trois valeurs phares, parce que je suis persuadé en fait qu'elle peut résoudre énormément de problèmes. En entreprise, par exemple, on est très souvent dans la critique de l'autre parce qu'il a des fonctionnements qu'on comprend pas. Et donc, l'empathie comme valeur, c'est se dire, attention, essayons de le comprendre, voir comment il fonctionne, quel est son mindset, quel est son contexte, etc. Et je trouve que c'est d'autant plus important à l'heure actuelle où on parle maintenant dans les entreprises de managers leaders. Il y a aussi des études qui ont été mises en place qui montrent que quand on a une direction, un management qui est plus empathique, les personnes sont plus innovantes, elles sont plus engagées, elles concilient mieux aussi leur vie privée et leur vie pro, et coopèrent aussi mieux entre elles. Donc on n'est pas dans l'angélisme et on verra aussi la distinction qu'il y a entre empathie et peut-être la sympathie, etc. Mais voilà, moi je suis persuadé que ça peut résoudre énormément de problèmes. Et la dernière dimension que je voulais aborder, c'est la dimension de la compétence, à savoir aborder l'empathie comme quelque chose qui peut s'apprendre et se développer, et pas qui vient un peu qui fait un peu un effet miroir par rapport à la qualité, où on est plus sur l'acquis. Ici, on va considérer l'empathie comme quelque chose qui s'acquiert. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai été contacté juste avant ce podcast, que tu m'invites à ce podcast, par une ancienne prof de 5e. Avec qui en fait on avait travaillé sur l'empathie parce que il formait des médiateurs en fait. Les médiateurs, c'était quand j'étais en 5e, on allait dans les cours de récré et on essayait, quand il y avait des conflits, de les régler, etc. Et du coup, il y a quelques semaines, elle m'a envoyé le programme de formation et d'initiation des médiateurs. Et je dis, mais c'est fou, on est vraiment sur de l'apprentissage de l'empathie pour justement former ces médiateurs. On est sur une connaissance de soi, essayer de comprendre l'autre sans le juger. Et donc, ils appellent ça développer des compétences psychosociales et des techniques de médiation. Et derrière, en fait, l'empathie est omniprésente. Et donc, en fait, eux considéraient déjà l'empathie, c'est en 95, l'empathie comme une compétence issue d'un apprentissage. Et les outils, c'était des jeux de rôle, des exercices de communication, etc. Donc voilà, les trois prismes, qualité, valeur et compétence, je pense qu'elles sont hyper complémentaires quand on veut parler de l'empathie dans son ensemble. Et toi, Marine, pour toi, l'empathie, une compétence ou une qualité ?
Écoute, tu sais, à partir du moment où on est un mammifère social, l'homme, on est avec des aptitudes. Vous avez peut-être déjà assisté à ces expériences sociales avec des très jeunes enfants. Quelqu'un fait tomber quelque chose au sol et l'enfant naturellement a envie de le ramasser. Ou un adulte a les deux mains prises et donc l'enfant va aider l'adulte à ouvrir la porte puisqu'il se rend bien compte qu'il y a un besoin. Donc ça, c'est déjà une capacité à présumer. Donc on peut faire l'hypothèse avec toutes ces expériences sociales qu'on est avec une certaine aptitude et qu'elle dépend finalement de notre environnement. Ce qui est super de l'envisager sous le prisme de la compétence, c'est de se dire que ça s'acquiert et que donc on peut développer sa capacité à être empathique, à ressentir de l'empathie. Moi, je peux vous donner un exemple. Il y a un dirigeant que j'accompagne en ce moment en coaching qui a besoin d'apprendre à développer ses capacités d'observation et d'empathie. Et on est passé par l'observation des signaux faibles. Alors, vous savez, les signaux faibles, c'est la personne qui vous regarde pas dans les yeux, qui peut ne pas dire bonjour, qui va dire oui à outrance. Et quand ce manager a compris que c'était ça les signaux faibles et que ça permettait de comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose et donc d'aller creuser, c'était comme si j'ouvrais quelque part une nouvelle voie, une nouvelle manière d'envisager la relation. Donc ça, c'est très, très plein d'optimisme de se dire que ça s'acquiert et que ça s'apprend et qu'on peut avoir un réservoir peut-être qui a été doté d'une certaine, on va dire, densité à la naissance, mais qu'on peut augmenter ce réservoir-là tout au long de sa vie en acquérant quelques techniques. Et donc, je partage vraiment cette partie-là qu'Yoann a pu nous développer. Merci Marine. Et quels sont les principes de base de l'empathie, Yoann? Alors, donc on a déjà vu le fait de se mettre à la place de l'autre, hein, qui est quand même la base de l'empathie. Après, ça s'accompagne de certaines attitudes, se mettre à la place de l'autre. Alors, bienveillance, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas, essayer d'avoir une approche assez constructive. Alors peut-être que vous avez un meilleur terme que moi, mais en tout cas, essayer de ne pas être dans le jugement. Et on parlait tout à l'heure de prendre un petit peu de recul dans son empathie. C'est aussi considérer que chaque personne, je rebondis par rapport à ce que tu disais, Marine, sur considérer la personne dans son entièreté. C'est en fait considérer que la personne est faite aussi de qualités, de défauts. Donc on n'est pas sur, je reviens sur en termes d'angélisme, on n'est pas du tout dans de l'angélisme. Hein. On essaye de considérer la personne comme un tout et essayer de se dire elle est dans tel contexte, ses motivations sont celles-ci. Donc voilà, je pense que ces aspects-là sont hyper importants pour quand on aborde l'empathie, pardon. Marine ? Là où je compléterais, c'est vraiment de s'imaginer qu'à chaque rencontre, l'autre est différent de soi et de pas oublier que l'autre est complètement différent de soi. Ce qui est encore plus difficile quand on se ressemble, c'est-à-dire que si on est né dans le même pays, à peu près dans les mêmes tranches d'âge, et d'ailleurs ça arrive très souvent dans une équipe, on travaille dans la même équipe, on a une espèce de tendance naturelle à considérer l'autre comme étant proche de soi, et en réalité il y a tout qui peut nous opposer, nos convictions profondes, les valeurs avec lesquelles on a été élevé, la manière dont on envisage la vie, ce qui compte le plus pour nous. Et si j'arrive à concevoir dès le début que l'autre est 100% différent de moi, y compris quand on se ressemble, et que cette différence est une richesse, ça va me permettre d'aborder l'empathie comme étant vraiment cette rencontre merveilleuse de l'autre. Merveilleuse parce qu'elle va forcément m'apprendre, y compris quand c'est une rencontre douloureuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose de différent de l'autre et de moi-même. Et c'est ça, je trouve, la force de l'empathie, c'est d'être capable de se dire que dans la différence, il y a forcément et nécessairement quelque chose autour de l'apprentissage. Ça tombe bien, c'est quand même nos métiers aussi aujourd'hui. Oui, savoir accepter l'autre quelque part tel qu'il est et ne pas vouloir le changer. Exactement, de prendre les choses, d'accueillir les choses comme elles doivent s'accueillir, sans avoir la volonté de les transformer, de prendre une certaine forme de pouvoir. Ça va aussi de pair avec les positions de vie. Hein. On parle souvent d'assertivité et de position de vie, c'est-à-dire me considérer en capacité d'accueillir avec une position de vie qui est tout à fait OK avec moi-même et de considérer que l'autre, bien qu'il soit différent, il est tout à fait OK aussi et que les deux peuvent coïncider et doivent coïncider. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on peut viser de mieux et ça nécessite d'avoir fait un petit peu de travail préalable sur soi. Et donc, en quoi l'empathie peut-elle influencer positivement une expérience d'apprentissage ? Marine, je te laisse commencer.
Oui, alors je vais vous raconter une anecdote avec Barbara pour illustrer mes propos. J'anime une formation de formateur et quand j'entre dans la salle, je vois bien que Barbara soupire, renacle. Bref, Barbara, elle n'est pas très heureuse d'être là. Quand je fais le tour de présentation, Barbara m'explique qu'elle était à ma place pendant 15 ans, qu'elle a été formatrice elle aussi. Et donc, elle comprend pas trop pourquoi elle vient faire une formation de formateur alors que c'était son métier. Là, je me rends bien compte qu'il y a un loup. On déroule quand même le début de la séquence pédagogique et systématiquement, Barbara soupire et me fait remarquer que moi, Marine, je l'aurais pas amené comme ça. Donc, une fois, deux fois, trois fois, et je sens vraiment la résistance qui est très installée, qui, moi, me déstabilise pas tant que ça, mais qui, en même temps, est quand même pénalisante pour le groupe. C'est-à-dire que ça vient envoyer un message au groupe où le groupe ne sait pas comment se positionner. Est-ce que finalement, j'accepte ce que la formatrice propose ou est-ce que j'accepte aussi le recul que propose Barbara ? Au moment de la pause, je vais voir Barbara et bien sûr, vous avez compris, c'est pas son prénom. Et je lui dis, écoute Barbara, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on se dise pour que tu sois dans des meilleures conditions. Et j'ai l'intuition aussi que tu as le sentiment de perdre ton temps. Tu me l'as formulé en début de formation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les 2 journées soient pas des journées perdues ? Et là, en fait, Barbara, elle tombe le masque et elle s'effondre vraiment littéralement en pleurs. Et elle me dit, écoute, je pensais que c'est moi qui serais à ta place. Je pensais qu'en interne, c'est moi qui animerais cette formation. Et j'ai pas le sens, en fait, de ce que je fais là. Et donc, c'est très difficile et très douloureux comme moment à vivre. Et je dis, écoute, tu m'as fait un cadeau. Tu m'as offert ce cadeau de me dire comment tu te sentais. Et ce que je te propose, Barbara, c'est qu'à chaque fois que j'anime une séquence pédagogique, tu me dises, toi, comment tu l'aurais fait, surtout, et que tu me dises qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et elle me dit, ça va quand même être un peu casse-pied pour toi. Je dis, écoute, ça, c'est mon problème. Je t'offre vraiment ce rôle d'invité spécial. J'ai fait ce qu'on appelle prescrire le symptôme plutôt que de proscrire le symptôme. Proscrire, ça aurait été de lui dire, garde ça pour toi, on débriefera. Je lui ai dit, non, vas-y. Je te donne vraiment l'autorisation d'y aller par pure empathie pour Barbara, qui avait vraiment énormément de difficultés à trouver du sens. Qu'est-ce qui s'est produit ? Bon, elle a joué le jeu pendant 10-15 minutes, mais une fois qu'elle avait une place que je lui avais autorisée à prendre, finalement, elle est rentrée dans le jeu et elle a pris beaucoup de plaisir à faire ces 2 jours de formation. Donc, c'est ça, en fait, que ça peut amener quand on est capable de se mettre en empathie, c'est que je suis rentrée dans ses chaussures en me disant, et moi, qu'est-ce que ça me ferait à moi si aujourd'hui, on me faisait assister à une formation alors que c'est mon métier, qu'on m'avait pas choisi en premier, qu'est-ce que ça viendrait réveiller chez moi comme émotion, comme sensation, comme sentiment, et ça ferait appel à quel besoin ? Et quand je détricote ça, ses besoins n'étaient pas les mêmes que les miens, mais cette place que je lui ai offerte d'invité spécial, elle l'a prise en entier et ça l'a vraiment beaucoup aidé. Et donc ça, pour moi, c'est un exemple typique de l'empathie qui est mise au service d'une séquence de formation. Merci pour cette anecdote. Johan, tu veux compléter ? J'avais une question à poser surtout à Marine. Je me demandais, là, c'est vrai que tu as senti toi-même quand tu étais dans cette situation qu'il y avait un peu une dissonance par rapport à cette personne-là. J'ai l'impression que l'empathie rend beaucoup de service quand elle arrive en mode un peu prévention. Prévention, je veux dire, en amont un petit peu des choses ou tout au début, pour éviter cet effet un peu cocotte minute. Et je suis persuadé que c'est un positionnement qui est hyper pertinent en fait. Et cette capacité à détecter justement ce côté un peu cocotte minute et on a tous en fait perçu ça dans nos expériences professionnelles. Quelqu'un qui est en retrait, qui marmonne, et en fait c'est vrai que si on passe pas par cette phase d'empathie, ça va juste augmenter et ça risque de pénaliser tout le monde en fait, c'est vrai. Tout à fait. Alors, on va poursuivre. Donc, comment est-ce que vous intégrez, donc tous les deux, l'empathie dans votre quotidien ? Donc, Johan, dans la conception pédagogique de tes parcours de formation, et Marine, dans l'animation de tes formations. Donc, Johan, comment est-ce que tu fais ? Alors, pour la partie effectivement conception, moi, je disais l'empathie se travaille. En fait, dans l'approche de conception que je propose, c'est toujours essayer de mettre donc l'apprenant au centre de la conception. Essayer vraiment de comprendre
quels besoins, quelles sont ses appréhensions, sa vision par rapport à les thématiques qu'on va définir. Et du coup, en fait, je constitue un groupe de travail et ce groupe de travail, je vais l'amener à faire ce travail comment dire, qui consiste à se mettre dans la peau de cet apprenant, de ce public cible, de ces profils qu'on va en fait auxquels on va demander en fait de changer de comportement in fine, hein. Essayer de comprendre voilà dans quel environnement ils évoluent. Et il y a une méthode que j'utilise qui s'appelle la carte d'empathie. C'est pas la seule, mais celle-ci porte quand même assez bien son nom, parce que en fait, on est sur une carte un peu schématisée. Au centre, on a le profil, la personne qu'on va donc qui représente notre apprenant type, et autour, on va demander à ce que le groupe de travail se positionne et c'est en principe d'idéation. Qu'est-ce que cette personne pense et ressent? Qu'est-ce qu'elle voit et entend au quotidien par rapport à les thématiques de notre formation? Qu'est-ce qu'elle dit et fait? Et enfin, très important, quels sont ses problèmes, frustrations et ses aspirations? Et donc, le groupe de travail, chacun dans le groupe de travail fait cet effort de OK, alors, soit dans ce groupe de travail, on a soit des représentants des publics cibles, donc qui sont directement concernés forcément, mais on peut avoir aussi des managers, on peut avoir, voilà, on a une multiplicité de profils, mais principalement, ce sont des personnes qui connaissent bien en fait les publics cibles, mais il y a ce côté en fait prise de recul et essayer de comprendre comment il fonctionne et aussi comment il apprend aussi. Et donc tout ça va nous permettre de définir ensuite les objectifs pédagogiques, les objectifs terrain, qui vont être en lien avec la compréhension de ce public cible, de ce profil type. Et donc pour moi, l'empathie, dans mon approche, on l'utilise à ce moment-là de essayer de comprendre vraiment un peu plus, le plus en profondeur possible, qui on va toucher, mais ça peut revêtir plusieurs formes, hein. C'est inspiré en fait de ce qui est fait en UX design, où on va essayer de comprendre l'utilisateur avant de proposer le service, etc., qui est censé du coup avec cette approche-là viser juste et convenir parfaitement en fait aux publics cibles qui ont été étudiés, compris. Et donc les autres techniques, dans les cartes d'empathie, je l'ai cité, mais il y a des focus group qui peuvent être mis en place, des entretiens individuels, et je pense que aujourd'hui, cette étape de réellement comprendre nos publics cibles, elle est vraiment indispensable pour faire vraiment des formations et des apprentissages qui visent juste en fait. Oui, c'est la base de toute conception de formation. Voilà. Et toi, Marine, comment tu l'intègres dans l'animation de tes formations ? Alors, pour animer une formation, il faut d'abord créer des conditions en fait pour que tout se passe bien. Et pour que tout se passe bien, et attention, c'est pas que les gens soient juste contents, hein, qu'il y ait une vraie montée en compétences, qu'il y ait une plus-value. Et dans créer les conditions, ça commence avec le recueil des besoins, parfois un appel avec les participants pour connaître l'état aussi de leurs envies, de leurs attentes, de leurs compétences entrantes avant d'évaluer les compétences sortantes. Et donc, dans créer les conditions, il y a une des astuces les plus faciles, c'est de poser des questions ouvertes. C'est-à-dire que si je dis « est-ce que vous avez la compétence ?» Oui, non, j'enferme l'apprenant et donc en termes d'empathie, j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse. Donc mettre le plus souvent possible des questions ouvertes systématiquement pour pouvoir accueillir les besoins, recueillir les besoins. Ensuite, c'est créer aussi des occasions et des conditions de sécurité pour que le groupe justement puisse se mettre en action en se sentant vraiment à l'aise de partager. Donc ça va être le cadre en fait. Plus on fixe un cadre qui est, on va dire, exhaustif sur ce qu'on se doit ensemble, plus le groupe se sent en sécurité. Donc en règle générale, moi j'arrive avec un cadre, je leur demande de challenger le cadre, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute. J'ai toujours des petites choses à ajouter. Et donc ça nous permet finalement de se mettre aussi dans une
un état d'esprit où on s'engage ensemble. Et ça, c'est une vraie condition de sécurité qui va permettre justement d'avoir cette notion d'empathie. Donc, on peut parfois parler de la bienveillance, on peut aussi parler de pas de jugement, et en même temps, le jugement, on en aura un. Alors, qu'est-ce qu'on fait du jugement ? Finalement, c'est peut-être se dire, on va faire un feedback, où on va dire je sens, on va commencer par je. C'est des petites choses comme ça. Et puis après, en tant que moi formatrice, puisque là, c'était vraiment mon rôle, on va dire, d'animation de groupe, mais maintenant, il y a dans mon rôle de formatrice, j'applique les différents niveaux d'écoute pour vérifier en fait l'empathie qu'on se doit les uns avec les autres, et notamment d'être sûr qu'entre les participants, on se grille pas. Donc il va y avoir le niveau d'écoute de tout ce qui se dit, c'est assez facile, hein. Il y a tout ce qui ne se dit pas. Les non-dits, c'est-à-dire les personnes qui s'abstiennent de dire, ou tout ce que le corps dit à la place, c'est-à-dire que le corps parle énormément, et d'être capable de détecter ça. Et puis ensuite, le dernier niveau d'écoute qui me paraît essentiel, c'est l'écoute intérieure, c'est-à-dire d'être capable, moi en tant que formatrice, d'être aussi en capacité de m'écouter. En coaching ou en supervision de coach, on appelle ça la métaposition, c'est-à-dire à un moment donné, je sors un petit peu de moi, et je me dis, ok, dans mon rôle de formatrice, qu'est-ce que je laisse faire ? Qu'est-ce que je ne laisse pas faire et comment ça contribue à ce que le groupe se sente bien. Et donc, c'est aussi être capable d'analyser le processus au service de la montée en compétences. En formation, ça peut aller vite. On peut vite tomber dans le bavardage parce qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a une émulation qui se crée. Et donc, c'est d'être capable de rester assez focus. Parfois aussi de recentrer les discussions pour pouvoir justement emmener les apprenants là où on est censé les emmener, parce qu'on a quand même des objectifs opérationnels à délivrer. Et donc ça, c'est ce qui va créer des bonnes conditions d'empathie, tout en étant capable d'écouter vraiment le groupe, d'écouter les besoins. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais en formation, puis je commence à voir, j'étais à distance, je vois une caméra qui s'éteint, une deuxième, et je dis, ok, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Je vous propose qu'on reménage une pause de 10 minutes. J'ai le sentiment que ça vous ferait du bien. Qui est confort avec ça et non pas est-ce que vous êtes d'accord ? Qui est confort avec ça ? Donc c'est une question ouverte. Et effectivement, j'ai eu quasiment 100% des mains qui se sont levées. Donc c'est ça en fait, de créer des conditions d'empathie. C'est de moi, j'avais très envie de dérouler, mais c'est pas de moi que ça parle. Ça doit parler de la capacité des apprenants à être avec moi. Donc on doit tous être dans le train en même temps. Même s'il y a une locomotive, si elle se décroche du reste, ça sert à rien. On peut pas laisser les apprenants en gare. Donc c'est s'assurer que la loco elle est aussi capable de s'arrêter, même en plein milieu de la voie quand c'était pas prévu, parce que sinon, on décroche. Moi, j'aime beaucoup ta métaphore du train. Je trouve elle est très parlante. Hein. Et là, tu viens de nous partager rapidement un exemple. Est-ce que vous auriez éventuellement un autre exemple pour illustrer où justement l'empathie a joué un rôle clé dans la conception d'un parcours de formation pour toi, Johan ? Et un autre exemple éventuellement, Marine, dans l'animation d'une formation, et comment cela a eu un impact sur les apprenants et sur ce qu'ils ont appris. Marine, tu veux commencer ? Tu veux nous donner un autre exemple ? Oui, je peux vous donner un autre exemple d'une formation que j'animais sur le management. J'anime beaucoup de formations sur cette thématique-là. Et il se trouve que j'avais un tout petit groupe puisque j'avais deux apprenants qui avaient tous les deux des niveaux très différents et des responsabilités différentes. J'avais un manager qui faisait du management transversal, donc aucune incidence hiérarchique et qui encadrait des prestataires extérieurs au nombre de 4. Et j'avais un manager qui était lui un manager direct, un manager opérationnel qui encadrait une ligne de production de 60 personnes. Donc, si tu veux, des publics extrêmement différents avec des attentes extrêmement différentes. Et l'un des deux participants exprimait au bout du deuxième jour une certaine forme de lassitude, du décrochage et du décalage de niveau qui s'exprimait par différentes choses. Il y a ce qui était dit, il y a ce qui n'était pas dit. Et il y a aussi tout ce que moi, je pouvais ressentir à l'intérieur où je me disais, oh là, il y a des choses qui sont en train de se passer. L'empathie, à un moment donné, ça a été d'être capable de dire, OK, on va arrêter là, maintenant, dans le deuxième jour, et on va déposer chacun comment on se sent avec ce qu'on est en train de découvrir. Et qu'est-ce qui nous manque peut-être ? Et puis on va s'autoriser à accélérer ou s'autoriser à ralentir en fonction des besoins. Ça a été un moment clé pour exprimer justement chacun ce qu'ils étaient vraiment encore plus en demande de chercher pendant cette formation. Et ça a permis de réorienter complètement. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire une partie plus individuelle, c'est-à-dire que je leur ai donné finalement des axes de travail qui étaient des axes de travail différents, qui leur a permis d'aller chercher ce qu'ils étaient vraiment venus trouver. C'était facile parce qu'ils étaient deux, mais tu vois, ça a été capable de juste faire un stop et dire, OK, c'est pas grave si tout le monde y trouve pas son compte. C'est pas grave de le constater. En revanche, c'est grave si on l'a constaté et qu'on fait rien là-dessus. Oui. Ça, c'est pas OK. Hein. Et donc ça, c'est d'être capable de se mettre en empathie, de comprendre que les deux ont des besoins différents, que moi, ça peut me mettre aussi dans la difficulté, d'être capable d'accueillir et de dire, OK, je me sens aussi un peu en difficulté par rapport à votre demande, parce que j'ai le sentiment que vous avez des besoins différents. Et en même temps, c'est mon rôle
dans l'agilité d'aller trouver une solution pour que ça réponde à vos besoins. Et ça, c'était très éclairant et c'est vraiment sur base d'empathie et de me dire encore une fois, je suis pas la locomotive qui doit dérouler son programme qui termine à 17h30. En fait, je me fiche de l'heure à laquelle ça se termine. Ce que je veux maintenant, c'est qu'on soit sûr de baliser les prochaines gares dans lesquelles on va s'arrêter ensemble. D'accord, très bien, merci. Et toi, Johan, comment as-tu un exemple? J'avais une question pour Marine. En fait, dans ton approche vis-à-vis dans l'animation de tes formations, donc je comprends que l'empathie est importante pour être toujours à l'écoute en fait et faire en sorte que le groupe soit bien et qu'individuellement chacun soit bien. Est-ce que tu travailles aussi sur le développement de l'empathie entre les apprenants? Est-ce que tu trouves que c'est favorable à l'apprentissage ou pas? C'est une très chouette question. Alors, comme c'est une question fermée, il y a une intuition derrière. Donc, je vais te répondre oui. Je suis spécialiste un petit peu des questions, donc forcément, je m'en amuse. Mais oui, c'est hyper important. Et même au-delà des participants, c'est aussi entre eux et moi. Je reprends l'exemple. Je leur ai fait exprimer en jeu chacun leur zone de confort et leur zone d'inconfort. Je suis confortable avec ça. Et là, je suis inconfortable avec ça parce que j'ai pas besoin de le mettre en pratique. Et donc, finalement, de faire exprimer leur zone de confort et d'inconfort. Ensuite, on a été chercher nos besoins. Et moi, par exemple, j'ai eu très clairement besoin de me réorganiser et donc de ménager un temps de pause pour pouvoir réorganiser la manière dont j'allais dérouler la suite. Donc, en fait, empathie essentielle et empathie entre les participants et empathie ensemble aussi. Et donc, pour ça, c'est être capable de formuler ce qui se passe à l'intérieur de soi, de mettre le doigt là-dessus et de formuler des besoins, de quoi ça parle dans mes besoins. Alors là, je connecte ça très fortement à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et même si je vais plus loin, c'est de faire une demande. Je vous demande là qu'on s'interrompe pendant 10 ou 15 minutes pour que je puisse avoir le temps de repréparer différemment ma séquence pédagogique suivante. Donc ça, c'est effectivement très, très chouette de pouvoir offrir cet espace-là. Et quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter lorsqu'on cherche à intégrer l'empathie dans sa pratique? Parce que j'imagine qu'il y en a quelques-unes. Oui. Alors, j'ai encore une anecdote à vous raconter. J'ai confondu empathie et sympathie. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment l'écueil numéro 1. Alors, on a dit que l'empathie, c'est effectivement la capacité pour moi à être à la fois dans l'écoute de l'autre, à avoir envie de s'y intéresser pleinement, mais à être aussi là pour lui proposer une porte de sortie. On voit qu'en management, c'est quand même essentiel et c'est parce qu'on a cette disponibilité-là qu'on a la capacité à amener l'autre et à aider l'autre, à lui offrir du soutien et du support. La sympathie, c'est « merde, il t'est arrivé un problème, oh c'est dramatique », et de tomber dans le fond du puits avec la personne et donc de plus être une personne ressource. Je dirais vraiment que la personne qui a de l'empathie peut être une personne ressource pour l'autre. Et quand on tombe dans la sympathie, on prend le problème sur nos épaules comme s'il nous appartenait nous aussi et finalement on tombe dans la sympathie qui n'est pas aidante puisqu'on ne peut plus aider l'autre. C'est comme si la fameuse Barbara, je lui avais dit « Ah là là ma pauvre, mais si on m'avait fait ça à moi, mais je me serais sentie tellement mal » et finalement de prendre fait et cause pour Barbara et de me tromper de combat. Parce que mon combat, c'est que j'avais quand même Barbara avec moi pendant 2 jours de formation. Et donc, comment est-ce que j'ai pu me tromper à ce point-là et m'apercevoir que c'était vraiment important de ne pas tomber dans la sympathie? J'avais un groupe que j'accompagnais sur une formation en prise de parole en public. Le groupe, je leur demande toujours sur cette formation leur degré de confort avec l'exercice. Et on arrive fin du premier jour, j'ai une petite matrice, un cadran, une rétrospective sous forme de cadran. Et je sais que s'ils sont très nombreux à être déjà dans la confusion ou dans des idées neuves à explorer, je vais pas challenger trop le lendemain parce que c'est-à-dire que j'ai déjà bien fait bouger le groupe. Et donc, je me suis trompée parce que j'avais un groupe qui avait l'air d'être frileux et réticent. Et donc, le jour 2, j'attaque en me disant maximum de confort. Je les épargne un peu. Je leur fais sauter l'étape caméra devant tout le monde. Je leur fais je les filme, mais en individuel pour qu'ils se sentent à l'aise. Et puis ensuite, pareil, je les débriefe en individuel. Feedback du jour 2. Marine, on est super déçus. On pensait qu'on serait bousculé, que ce serait plus théâtral. Et en fait, on n'a pas vraiment ce qu'on était venu chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé en confondant empathie et sympathie? Je me suis laissée complètement aveugler, entre guillemets, par leur histoire, par le drame qu'ils me racontaient. Et donc, au lieu de les challenger et d'aller chercher l'excellence, je leur ai offert des pantoufles et un canapé confort. Et c'était pas ce qu'ils étaient venus chercher. Donc, le conseil vraiment numéro 1, c'est empathie beaucoup,
parce qu'on est une personne ressource quand on est en empathie. Sympathie très peu, c'est génial pour plein d'autres situations de notre vie, mais pas dans notre rôle de formateur, parce qu'on est là pour sortir les personnes d'une situation, pour leur faire un pas de côté. Et la sympathie ne permet pas de faire le pas de côté, elle renforce le drame que la personne se raconte, et la montée en compétence de fait est beaucoup ralentie. Oui, pas évident, hein, cette différence empathie et sympathie. Oui, merci de nous l'avoir précisé. Et toi, Johan, tu as des erreurs courantes à éviter ? Donc, en conception de formation, l'approche qui consiste à mettre l'utilisateur au centre de la conception, essayer de le comprendre, le risque, c'est en fait de s'intéresser à des individus, sauf qu'on doit concevoir pour un grand nombre de personnes. Donc, en fait, à un moment, il faut quand même être sûr qu'on va dans les bonnes directions et trouver les points communs en fait entre ces personnes sur leur manière d'apprendre, sur leur conception, leur perception en fait du sujet. Et donc c'est à partir de ces points communs qu'on va réussir à trouver des spécificités et à prendre telle ou telle direction dans la conception. Et donc on peut valider par de nombreuses manières. Ici en groupe de travail, on a quand même un groupe suffisamment important pour justement quand on a un avis qui est un petit peu une perception qui est un petit peu différente, les autres parfois on a cette intelligence collective qui réajuste, et on peut aussi faire de la recherche utilisateur beaucoup plus vaste avec des enquêtes, etc. Mais déjà, on peut dire que si on arrive à trouver des particularités sur un profil type, sur un groupe d'une dizaine de personnes, on peut être quasiment sûr que 80%, on est dans le juste en fait. La deuxième erreur et l'écueil qu'il faut éviter, c'est d'être avoir une approche de la formation qui, finalement, cette étude donnerait un résultat un peu mou, entre guillemets. À force de contenter tout le monde, on fait quelque chose qui n'a plus de personnalité, plus d'âme. Donc, on va retenir, en fait, les points communs qu'on va trouver entre les futurs apprenants. Ça va nous donner une direction. Il n'empêche que il faut quand même, pour que l'expérience d'apprentissage soit efficace, utiliser des ingrédients qui vont être gagnants dans tous les cas, entre guillemets. On va intégrer des spécificités de l'andragogie, qui est la pédagogie pour adultes, c'est-à-dire donner du sens, développer l'autonomie de chaque personne, qui sont des résultats qui portent ses fruits en fait, peu importe les profils qu'on a définis. On va varier les formats pédagogiques pour s'adresser à des intelligences et à des sensibilités multiples, hein, même si on va voir que le dosage dépendra aussi de ces profils d'apprenants. On va intégrer du ludique pour favoriser l'engagement, et on va aussi susciter les émotions pour favoriser la mémorisation. Donc on a ce premier travail de filtrage où on va trouver les points communs entre nos publics cibles, et aussi on a les ingrédients d'une expérience d'apprentissage qui réussit. Et donc ça combiné, on est quasiment certain de viser juste et d'engager et de faire en sorte que l'apprentissage soit un succès. Et moi, je rajouterais peut-être une autre erreur qui va rejoindre ce que disait Marine au début, c'est de ne pas se mettre à la place des apprenants. Ne pas se dire que l'apprenant va être comme ça, alors qu'il ne l'est pas. C'est une erreur aussi, n'est-ce pas ? Oui, je rejoins complètement. Et tu vois, ça me fait penser aussi à cette notion de... moi, j'aime bien leur dire, quand je débute une formation, j'espère bien que vous serez un peu inconfortable. Parce que la solution et la formation de « je veux rien changer pour rester confort », c'était dans la salle d'à côté. Là, on vient apprendre quelque chose de différent. Alors, c'est une expression qu'utilise très souvent Frédéric Fallis, qui est donc le fondateur de la questiologie, et je lui emprunte, mais je lui fais quand même vraiment hommage en lui empruntant. C'est vrai qu'une formation doit créer de l'inconfort, et c'est important de dire aux apprenants, encore une fois, pour ne pas glisser que dans la sympathie,
il se peut qu'à certains moments, certains d'entre vous ressentent de l'inconfort. C'est ok, c'est normal, on est en train de développer quelque chose de nouveau, de neuf. Et donc, ça va procurer cette espèce de moment. Mais si on l'anticipe et qu'on en parle, c'est plus facile. Et donc, d'être conscient aussi, et je rejoins vraiment, Johan, ce que tu dis, c'est que il faudrait pas que ça devienne mou, voire fade, voire inconsistant, et que, à part avoir passé un bon moment, il se soit rien passé. Moi, j'aime bien quand je fais des rendez-vous de cadrage et des fois des clients, je leur dis à quelles conditions cette formation sera une réussite. Et puis les personnes me disent s'ils ont passé un bon moment. Alors je suis un peu coquine parce que dans ces cas-là, je leur dis écoutez, un peu de musique, je danse sur une table et on boit un 2 verres de champagne. Je suis sûre qu'ils passeront un bon moment. Ah non, Marine, c'est pas ce qu'on voulait dire. Ah d'accord, ok. Alors si c'est pas ce qu'on voulait dire, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Et c'est tout l'intérêt aussi d'aller quand même chercher le challenge. Donc l'empathie, c'est pas la bienveillance bisounours dont tu parlais, Johan. C'est pas de baisser notre niveau d'exigence, c'est plutôt d'avoir toujours un haut niveau d'exigence, mais avec beaucoup de considération et d'écoute sur ce qui est en train de se passer sur le processus, de déceler ceux qui vraiment décrochent. Et puis il y a aussi ceux qui se sentent pas concernés. C'est-à-dire ceux qui se mettent en posture d'externe, ils disent non mais ça c'est pas pour moi, et d'aller chercher avec eux, c'est est-ce qu'ils ont l'ouverture ou est-ce qu'ils n'ont pas encore l'ouverture, et c'est ok parce que ça peut prendre du temps. On n'a pas toujours 100% de révélation pendant le processus de formation, tout comme ça nous est toujours un jour arrivé, on nous dit quelque chose sur le moment, pourquoi pas, mais ça fait écho 2-3 semaines après. On a lu un bouquin, tout le monde a l'air d'être transcendé, nous on s'est dit bon ouais, ok peut-être, et puis finalement il faut quelques temps pour qu'on puisse s'approprier. Et je crois que c'est aussi ça l'intérêt de la formation, c'est d'accepter que le processus peut prendre un temps différent en fonction des personnes et un temps que nous, formateurs, on ne maîtrise pas. Et c'est pour autant ne pas baisser notre niveau d'exigence. Oui, il faut que ça chemine. Et maintenant, si on parle outils, donc est-ce qu'il existe des outils ou des techniques spécifiques justement pour intégrer l'empathie dans sa pratique? Johan, tu as un outil à nous conseiller? Oui, il y a un outil, une technique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais qui a été assez phare en fait dans mon cheminement autour de l'empathie. Ça s'appelle l'énéagramme, qui définit en fait 9 types de personnalités. Et, parce qu'en fait, je pense que quand on veut intégrer l'empathie, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même et puis connaître l'autre et ses spécificités entre guillemets. Et pour vous donner, donc ça passe pour l'énéagramme, ça passe par un questionnaire d'autopositionnement qui est assez complet. Comment on réagit face à telle situation, qui est un test de personnalité plus, on va dire. Et après, qui nous positionne sur ces 9 personnalités. Et donc qui permet de se positionner soi-même. Et pour vous donner une anecdote, j'avais des problèmes de communication avec une personne dans une entreprise pendant une expérience professionnelle, et ça passait pas, on se comprenait pas, et en fait un soir, il m'a appelé, il m'a dit ça y est, j'ai compris. J'ai compris, Johan. En gros, je te comprends, parce qu'il avait suivi pendant la journée une formation sur l'énéagramme. Du coup, il se comprenait lui-même, et il arrivait à comprendre aussi, à me comprendre aussi mieux. Et du coup, en fait, cette compréhension permettait à vraiment, depuis ce jour-là, fluidifier notre travail ensemble. Et là encore, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment sur essayer de comprendre l'autre, quelles sont ses motivations vraiment profondes, quelles sont aussi les interactions, quel type d'interaction il va avoir avec tel autre type de personnalité. Et c'est vraiment très intéressant pour faire justement cette démarche d'aller vers l'autre et d'essayer de le comprendre sans le juger. Marine, tu as un outil aussi à nous recommander ou une technique? Ouais, plutôt même 2 techniques. La première technique que j'utilise de manière systématique en tant que formatrice, c'est choisir son intention. C'est-à-dire que quand je pars en formation, j'ai une intention pour ce que je veux vivre et j'ai une intention pour ce que je veux faire vivre. Alors, comment ça s'exprime? Je donne un exemple. En formation prise de parole en public, très souvent, mon intention, c'est que pour les autres, pour les participants, c'est qu'ils se disent c'est pas une question de talent, c'est une question de travail. Et d'ailleurs, en 2 jours, j'ai progressé.
très souvent, je veux qu'ils repartent avec cette croyance qu'on abandonne, qui est qu'il y a ceux qui ont de la tchatch et qui s'en sortent bien, et il y a les autres. Et eux, ce seraient les autres. Ça, c'est pas OK parce que vraiment, il y a que dans le dictionnaire que le talent arrive avant le travail, parce que dans tout le reste de la vie, c'est que le travail qui va payer, surtout sur un exercice d'art oratoire. Ça, c'est l'intention que je choisis pour eux. Et l'intention que je choisis pour moi, c'est de mettre le bon dosage. C'est-à-dire que d'être bonne assez pour leur donner confiance, mais pas trop pour que ça les décourage pas. C'est vraiment ça. Dans l'art oratoire, que ce soit pas une démonstration de ce que je peux faire moi, parce que c'est pas moi, c'est eux, mais en même temps que ça leur donne envie d'y aller parce que c'est quand même vraiment sympa. Donc choisir son intention, pour moi, c'est essentiel parce que ça veut dire qu'on va pas se laisser porter par tout ce qui va nous arriver dans la journée. Ce participant qui arrive en maugréant en disant « je sais pas ce que je fais là », ça nous arrive des fois, où mon manager m'a inscrit, je sais pas trop ce que je viens améliorer. Si mon intention, elle est très forte, il y a rien qui va me laisser me déstabiliser et donc ça va m'obliger à être dans cette capacité d'être là pour l'autre et d'être là avec l'autre. Et puis ma deuxième technique, c'est de partir en animation de formation avec une grille d'évaluation. Une grille d'évaluation, c'est je choisis 3-4 critères, 3-4 items sur lesquels je donne une note que j'aimerais atteindre. Par exemple, ça peut être, tiens, je vais faire une formation sur le conflit et je dis des choses qui sont pas faciles. Je dis qu'un compromis, c'est 2 cons qui se sont promis. Ça ne fait pas toujours l'unanimité parce que tout le monde me dit, mais dans le couple, Marie, il faut faire des compromis. Je dis pas du tout, faut aller chercher l'accord. Je vais mettre un critère qui est la capacité à accueillir la contradiction et à pas la rejeter, mais à la valoriser. Tiens, et ça, je pense qu'aujourd'hui, vu mon niveau d'énergie, j'aimerais bien être à 8 sur 10 ce soir, et quand je ferai mon évaluation, j'aimerais vraiment être à 8 sur 10. Ça peut être l'audace. Tiens, j'ai vraiment envie aujourd'hui d'être dans l'audace, de me laisser surprendre. Et tiens, ça, j'ai l'énergie pour ça, je vais être à 9 sur 10. J'espère ce soir être à 9 sur 10. Ça peut être aussi d'être dans l'accueil. J'ai des fois des formulaires d'attente, et je vois bien que les attentes sont très différentes, et des fois, je me dis, dis donc, ils n'ont pas beaucoup d'attentes par rapport à ce que je viens leur délivrer. Et je me dis, ok, attention, parce que ça, c'est moi qui projette, il faut que je sois en accueil de ce qui soit venu chercher. Donc ça peut être un 3e critère. En général, 2-3 critères, c'est bien. Et donc, cette grille d'évaluation, je donne un score que j'aimerais vraiment atteindre. Et quand j'ai fini ma formation, je vais évaluer si j'y étais pas. Et si j'y étais pas, je me dis, ok, comment je ferai la prochaine fois pour y être? Qu'est-ce qu'il a manqué pour y être? Et je différencie cette grille d'évaluation de la grille d'analyse de pratique. Parce que l'analyse de pratique, ce serait vraiment un dédoublement de personnalité, ce serait dedans, dehors. Et ça, je préfère le faire avec des pairs, en supervision notamment. D'être capable de dire, il s'est passé telle chose, et j'aimerais qu'on en discute ensemble, et comment est-ce que je peux améliorer ma pratique. Ça, c'est vraiment différent. Donc l'analyse de pratique avec des pairs, mais ma grille d'évaluation, ça me donne un fil conducteur, une notion aussi de l'exigence que je vais pouvoir avoir avec moi, et comment est-ce que je peux faire encore mieux pour la prochaine fois. C'est vraiment super intéressant. Merci Marine. Donc merci à tous les deux pour cet épisode vraiment très riche. Moi je me suis vraiment régalée. Donc on arrive à la fin de l'épisode et je vais avoir une dernière question pour conclure. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs qui vont chercher justement à intégrer davantage l'empathie, cette dimension dans leur pratique? Marine, tu veux commencer avec un conseil ? Oui, avec plaisir. Je crois que ça part vraiment d'un travail sur soi et d'un travail conscient sur soi. Le conseil, c'est quel est votre niveau d'empathie dans la vie de tous les jours? Observez-vous. Quels sont les moments où vous manquez cruellement d'empathie? Moi, je peux vous dire, c'est quand je manque de sommeil. Quand mes besoins physiologiques de base ne sont pas répondus, en fait, c'est très difficile d'être disponible pour les autres si déjà je suis pas capable d'être disponible pour moi. Donc, être capable de s'observer, de se connaître et donc de se rendre vraiment disponible à l'autre. Quand j'anime une formation, je dois être 100% disponible à l'autre, donc je vais veiller à mon hygiène personnelle, à ma disponibilité, donc à avoir bien dormi, à avoir mangé ce qu'il faut quand il faut. On en revient à des choses vraiment très basiques, mais comme on a énormément été coupé de nos besoins primaires, j'aime bien le rappeler. Et si tous ces curseurs-là sont ouverts, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'être en vraie disponibilité et donc de développer l'empathie qui sera nécessaire. Je suis comme toi sur le manque de sommeil. Pareil. Johan. Aujourd'hui, ça va ? Aujourd'hui, ça va. Ça a l'air d'aller. Week-end bientôt. Johan, un conseil ? Oui, alors, pour les professionnels du learning, je dirais que avant de mettre en place vraiment un dispositif ou un projet de formation, c'est vraiment passer du temps à essayer de comprendre notre public cible, essayer de voir comment il fonctionne, passer du temps avec lui. Vraiment le principe des entretiens, on fait 5 à 10 entretiens avec nos publics cibles. Ça permet déjà de designer, de créer pour quelqu'un
ce qui est déjà autre chose que de partir du contenu, hein, on est d'accord. On est d'accord. Et en fait, aujourd'hui, je dirais, moi, je me suis beaucoup inspiré des techniques et des pratiques de l'UX design. L'UX design, ils ont tout révolutionné dans la manière de gérer des projets, c'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre l'individu et ses comportements avant de produire un service, un produit, une expérience digitale. Et donc moi, quand je me dis ok, comment je vais faire pour essayer de comprendre qui je vais toucher avec ma formation, je me replonge dans ces techniques du X et je me dis, parce que je suis sûr que c'est la bonne manière d'aborder les choses en fait. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Eh bien, merci à tous les deux, merci d'avoir accordé ce temps donc à nos auditeurs. Donc, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, donc j'indiquerai vos contacts LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se connecter avec vous. Et puis, je vais avoir une toute dernière question pour Marine. Donc, Marine, le pull jaune, pourquoi ? Alors, pour garder le mystère, parce que si tu me poses une question en pourquoi, je te réponds avec un pour. Et alors, sache Anne-Marie que je ne dévoile jamais ce secret la première fois. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu le souhaites, c'est qu'on réenregistre un nouveau podcast un jour. Et peut-être qu'à ce moment-là, je dévoilerai cette histoire du pull jaune. Eh bien, avec plaisir, je te réinvite, Marine. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à toi, merci Marine. Beaucoup. Merci Johan. C'était passionnant. À bientôt. Oui, tout à fait, passionnant. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.